À toutes et à tous, donc ravie de vous accueillir. Donc, je suis Sandrine Carême, directrice de la CRES, et donc toute l'équipe de salariés est heureuse de vous accueillir à cette dernière Agora. Donc, nous clôturons bientôt ce mois de l'ESS dense et surtout très différent des années passées. Donc, merci de jouer le jeu de la visioconférence. Je sais que j'imagine que vous les enchaînez toutes et plusieurs par jour. Louise Barrault a organisé avec brio cet événement dans le Gers, malgré les contraintes auxquelles nous avons été confrontés, mais on est ravis de pouvoir tenir cet événement qui a été reporté. On devait l'organiser le 23 novembre et on l'a reporté à cette date. Et vous voyez aussi Camille Fousseret dans la salle qui s'occupe de tout l'aspect communication pour cette journée et que je remercie. Je précise que cet événement en fait est diffusé en live sur Facebook, donc ceux qui ne sont pas avec nous peuvent le regarder et le visionner. Voilà. Et puis on profitera aussi d'être présent sur les réseaux sociaux en tweetant tout au long de cet événement. Donc on est ensemble pour la matinée, 1h30 dédiée à un format de table ronde avec des interventions. Donc je vais bien sûr nommer tous les participants et participantes. Et puis ensuite un temps d'atelier où normalement, si vous nous suivez pour toute la matinée, vous êtes également positionnés. Atelier donc participatif autour de 2 thématiques, donc la transition écologique et l'alimentation également. Merci à tous nos intervenants de nous rejoindre, d'avoir accepté de témoigner. Donc, je vais les citer. Puis ensuite, je laisserai la parole à Frédéric Caméo-Ponce, qui est notre administrateur de la CRES et qui introduira les propos de cette journée. Donc, je remercie nos entreprises témoins. André Carayol, vice-président de la Mutualité française du Gers et membre de l'ADPAM 32, donc du Gers. Bérangère Chambon, qui est président de la ressourcerie Valoris. Je crois qu'elle n'est pas encore connectée, mais elle va nous rejoindre. Et Francis Mazery, qui est chargé de mission innovation à la Banque populaire Occitane et qui va nous rejoindre également dans les minutes qui viennent. Je remercie également donc Philippe Le Breton, qui est également administrateur de la CRES Occitanie et qui témoignera en tant que gérant de la coopérative d'activité et d'emploi Canopée et qui nous parlera également de l'ESS dans le Gers. Et Dominique Afonso, également administrateur de la CRES Occitanie, vice-président de l'ARA, qui est l'Assemblée régionale des radios associatives, et qui témoignera également sur le vécu des radios associatives et des associations pendant cette crise. Puisque les propos aujourd'hui, ce matin, c'est de reparler ensemble en fait du vécu de cette année très particulière, de la manière dont les entreprises de l'ESS se sont adaptées, ont innové, parfois ont souffert aussi de cette crise, et comment l'ESS peut s'inscrire dans ces transformations écologiques, sociétales et économiques de demain. Voilà. Donc, je vais tout d'abord laisser la parole à Frédéric Caméo-Ponce pour les propos introductifs et pour présenter la République de l'ESS dans laquelle s'inscrit ce projet d'Agora. Bonjour à tous et à toutes, merci d'être venus. D'abord, je vais me présenter, donc, je suis Frédéric Caméo-Ponce, donc, je suis administrateur de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire de la région Occitanie et je représente au sein de la CRES le mouvement associatif. Voilà. Et puis, je suis aussi président, et c'est à ce titre-là que je suis au mouvement associatif, du réseau BGE, qui est un réseau d'accompagnement à la création d'entreprises qui a des actions aussi de formation. Alors, peut-être en introduction, et Sandrine l'a fait, effectivement, cette année 2020, c'est une année où on subit, et en particulier l'ESS, subit de plein fouet la crise qui est liée effectivement à cette épidémie. Ce qui est important à avoir à l'esprit, c'est que, à la différence de la crise de 2008, où effectivement les entreprises de l'économie sociale et solidaire avaient été relativement peu impactées par cette crise, parce que c'était d'abord une crise financière. Là, on est d'abord ici dans une crise de l'économie réelle, et donc effectivement, on a tout un tas de secteurs qui sont très impactés par cette crise. Bon, je citerai en particulier les secteurs que vous connaissez bien, pour sans doute, c'est le secteur de la culture en particulier qui a été impacté, mais aussi le secteur du tourisme aussi, et puis aussi toutes les associations, les plus petites associations. Il y a une étude qui a été faite par le mouvement associatif sur ces questions-là, qui montre que ce sont les petites associations qui ont pris le plus de fouet cette crise, avec des impacts sur l'emploi, sur leur activité et des difficultés aussi pour réagir rapidement face à la situation. Mais par contre aussi, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le secteur de l'économie sociale et solidaire aussi a été très,
très présent et très réactif, en particulier dans le secteur sanitaire et social, et donc a vraiment rempli son rôle. Et je tiens vraiment à remercier en particulier tous les salariés et tous les bénévoles de ces structures qui ont fait face aux problèmes et continuent de faire face. Hein. On discutait hier au bureau de la CRES, on parlait de la banque alimentaire ou des restaurants du cœur qui aujourd'hui sont de nouveau face à une situation qui est très tendue, par exemple, qui montre qu'effectivement on a une très forte augmentation de la précarité dans la situation actuelle. Et donc là, effectivement, se pose la question, après, je dirais, la sidération qu'on a pu avoir à l'issue de la première période de confinement, et puis peut-être aussi, peut-être un peu différemment dans cette deuxième phase, de savoir comment réagir à ça. Et donc, Jérôme Sadier, donc, qui est président de SS France, qui rassemble donc l'ensemble de l'économie sociale sur le plan national, a fait une tribune à l'issue de ce premier confinement en indiquant que c'était bien que tout le monde disait que à la suite de ce confinement, de cette crise, tout allait changer. Mais en fait, en fait, il constatait que les choses, surtout, avaient tendance à continuer comme elles continuaient et avant. Et donc, en fait, on n'était pas tout à fait dans le monde de demain, en tous les cas, le monde de demain qu'on souhaiterait. Et donc, il y a un slogan qu'il porte, hein, qui est que pour que les jours d'après soient des jours heureux. Et donc, c'est le sens de la République de l'ASS et le sens de ces agoras, c'est-à-dire de préparer comme le disent les jeunes, le turfu, hein, le futur, de préparer notre avenir parce que celui-là n'est pas si radieux qu'on veut bien nous le faire croire. Alors en particulier, effectivement, dans la question du plan de relance qui est mis en place par le gouvernement, bien sûr, on est très favorable à l'ensemble des actions qui sont faites, mais la question qui se pose, est-ce que les actions, les moyens qui sont mis en place contribueront à faire évoluer, à faire changer le monde comme nous le souhaitons, comme on le souhaite. Alors, je dis on le souhaite parce que les constats, ils sont partagés, semble-t-il, quand même assez unanimement. D'abord, il y a la question de la transition écologique, hein, qui est quand même un élément très important. Donc, transition énergétique, la question de la biodiversité qui est au centre d'un certain nombre des préoccupations. Et donc, quand on voit l'ampleur des impacts qui vont nous impacter et qui commencent déjà à nous impacter au quotidien, est-ce que effectivement les moyens que nous allons prendre pour faire face à ça sont-ils suffisants? Les actions que nous allons mener pour nous adapter seront-elles suffisantes? Parce qu'effectivement, il y a la question de la lutte contre le changement climatique, mais aussi on est face à quelque chose d'inexorable et donc il y a aussi la question de notre adaptation à cette situation-là. La question de notre modèle alimentaire, de la façon dont on produit et dont on consomme. Et c'est une des thématiques de l'Agora d'aujourd'hui aussi, comme la première. Hein, donc c'est pour ça que je cite ces deux éléments-là. Mais on a d'autres soucis aussi. Aujourd'hui, à peu près un tiers des arrêts de travail qu'on constate dans les entreprises sont liés à des situations de burn-out ou de dépression des salariés, alors qu'ils sont liés bien sûr à la situation actuelle, mais aussi au modèle et à la façon dont on travaille. Il y a les questions sociales où on a depuis un certain nombre d'années une augmentation importante des inégalités dans un pays comme la France qui avait jusqu'à présent réussi à maintenir peut-être disons, mieux que ce que pouvaient le faire d'autres pays, ces inégalités à un niveau plus raisonnable. Donc, on a vraiment une situation qui est difficile. Donc, c'est comme ça que Jérôme Sadier a dit qu'il fallait que l'ESS, bien sûr, contribue à cette réflexion. Et c'est dans ce sens-là qu'il a lancé la République de l'ESS. Alors, le mot République, hein, pour ceux qui se souviennent, c'est la chose publique, c'est le bien commun. Hein. Et donc, je pense que ce sens du mot République est peut-être un peu oublié et il est important de le remettre, je dirais, à l'ordre du jour. Et c'est le sens de la réflexion. Et donc, l'idée est que grâce à des agoras comme celle-ci, mais aussi grâce à un site internet que vous pouvez trouver facilement qui s'appelle la République de l'ESS, et bien que le terrain, les personnes, mais aussi les associations, les coopératives, les mutuelles puissent aussi faire remonter leurs projets pour le futur, pour construire ce futur, avec un pas de temps qui est fixé à peu près un petit peu moins d'un an, de manière à être aussi un peu en phase avec
l'élection présidentielle, hein, de manière à ce que ces propositions, cette nouvelle, je dirais, cette nouvelle volonté de l'économie sociale et solidaire, elle puisse être prise sur le plan national, hein, parce qu'aujourd'hui, on pense que réellement l'économie sociale et solidaire, c'est sans doute un des modèles de demain, peut-être même le modèle de demain, hein, dit Jérôme Sadier, avec un peu d'ambition. Bon voilà, c'est parce qu'on a quand même dans nos organisations, au cœur même de ce que nous faisons, en dehors de même l'activité que nous faisons, dans la manière dont on le fait, on porte les valeurs qui peuvent répondre aux questions que j'ai évoquées tout à l'heure dans la crise d'aujourd'hui. Voilà. Et donc, sur ce site internet, bien, il y a un certain nombre de thématiques. Donc, les deux thématiques, par exemple, d'aujourd'hui sont bien sûr reprendre, mais il y a aussi d'autres thématiques, en particulier, par exemple, comment redonner du sens au travail, comment ranimer la citoyenneté et la démocratie, partager, comment accroître et partager les richesses, voilà, comment renforcer notre modèle social, comment faire évoluer notre modèle social, voilà. Donc, et puis bien sûr aussi la question du déplacement, de comment se déplacer, mieux se déplacer. On sait que dans les départements les plus ruraux, c'est des questions qui sont centrales, hein, que vous êtes amenés à vous déplacer et que vous ne bénéficiez souvent pas de transports en commun comme ça peut être le cas dans les grandes unités urbaines. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là qu'ont été conçues ces agoras. Et écoutez, voilà, je termine cette introduction sur ces propos et je vous souhaite une bonne matinée d'échange et puis constructive. Voilà. Et puis ensuite, avec l'engagement qu'a pris le président de la CRES de faire remonter le contenu des travaux de ces différentes agoras, de les faire remonter au sein de SS France pour qu'ils puissent être pris dans la synthèse qui sera faite dans la République de l'ESS. Merci, bonne matinée. Merci beaucoup Frédéric pour ces propos introductifs et pour avoir présenté la République de l'ESS. Donc dans le chat, je vous ai indiqué le lien direct si vous souhaitez contribuer. Donc vraiment, je vous invite en tant qu'entreprise de l'ESS, en tant que citoyen engagé à participer, à contribuer. Mais comme l'a rappelé Frédéric, c'est pour ça aussi que la CRES en Occitanie a souhaité organiser ces agoras et avoir vraiment ces temps collectifs. Alors on aurait aimé évidemment vous voir en présentiel et pouvoir échanger d'une manière différente, mais ce n'était pas possible. On fait au moins cet effort de contribuer, on va dire, collectivement à distance. Mais voilà, comme l'a rappelé Frédéric, on en éditera un document spécifique avec l'ensemble des contributions qui auront lieu pendant tout ce mois de l'ESS lors de ces différentes agoras. Donc 8 thématiques, on en traite 2 ce matin dans les ateliers, mais 8 thèmes en fait, et qui rejoignent les thématiques qui sont citées sur le site de la République de l'ESS. Et on enverra ces contributions collectives sur la plateforme et à ESS France. Donc, je vais laisser la parole à Philippe Le Breton qui va vous parler aussi de la situation dans le Gers, présenter quelques chiffres et puis l'activité de son réseau. Merci Philippe. Bonjour à tous. Vous envoyez la vidéo, enfin le PowerPoint. Donc Philippe Le Breton, moi je suis donc administrateur au titre du réseau des coopératives d'activité et d'emploi. Hein, on est 17 sur l'Occitanie. Voilà, et donc là on va peut-être donner un éclairage. Il y a une mission très importante de la CRES qui est l'observatoire de la situation de l'ESS sur nos territoires. C'est une mission importante pour donner une meilleure visibilité du champ de l'ESS dans l'économie globale et du suivi des évolutions. Donc là, juste ce matin, un petit flash sur des données, quelques données autour de l'emploi. Donc évidemment, on va voir dans les témoignages de ce matin des différentes entreprises les situations un peu concrètes par secteur d'activité et individuel. C'est important et intéressant d'avoir ce flash sur ce que je dirais un petit peu comme un mouvement de fond a priori, donc des données URSSAF sur l'emploi. Et donc les chiffres que vous avez là devant les yeux sont des chiffres de comparaison du deuxième trimestre 2020 par rapport au deuxième trimestre 2019. Donc c'est je dirais le début de l'effet de la crise, puisque le deuxième trimestre c'est le premier confinement. En se disant qu'il y a eu beaucoup de chômage partiel. On verra les effets après, comment ça se traduit éventuellement au terme d'emploi, essentiellement l'année prochaine. Là, par contre, on voit qu'il y a déjà
situation que je dirais préoccupante, puisque sur l'Occitanie globale, on a le total des emplois baisse de 2,5% au deuxième trimestre. Sur l'Occitanie, ça fait 35 000 emplois. Et l'ESS est plutôt plus touché, avec une baisse de 2,9% de l'emploi salarié. Ça fait 5 000 emplois en moins d'une année sur l'autre. Donc, il y a quelque chose comme une lame un petit peu préoccupante là par rapport à la situation de l'emploi sur d'autres secteurs d'activité. Si on fait le flash sur le Gers, c'est pire en termes de pourcentage, puisque on est à 4,91% en moins, ça fait 257 emplois en moins sur un an. Donc, c'est important de continuer à suivre ces statistiques-là, parce que ça donne une image quand même peu réjouissante pour l'instant. Si on peut détailler un petit peu, on ne l'a pas pour le Gers, mais on l'a sur l'Occitanie globalement. Ça recoupe donc les secteurs d'activité sans surprise, tout ce qui tourne autour de la restauration et de l'hébergement qui a été arrêté net. Et donc, c'est là où vraisemblablement il va y avoir des répercussions en termes d'emploi encore plus importantes là dans les mois qui viennent. Art et spectacle, évidemment, et sport et loisirs qui est touché aussi. L'action sociale, qui est donc un des gros bataillons en termes d'emploi sur l'ESS, sur la région, c'est moins 3%, 1400 emplois en moins. Voilà, donc situation préoccupante. Il n'y a que effectivement santé humaine et médico-social qui, un petit peu dans la circonstance actuelle, maintient son emploi. Voilà, c'est une situation, oui, je vais dire préoccupante par rapport à ces statistiques-là. On voit que l'ESS est plutôt plus touché que le reste de l'économie. C'est lié sans doute au secteur d'activité dans lequel nous activons. Voilà. Peut-être des réactions, Ça va être important à suivre, ce côté observatoire et d'avoir ces retours régulièrement. Merci à l'équipe technique qui œuvre pour récupérer toutes ces statistiques-là, vraiment importantes. Avec plaisir. On fera évidemment un suivi de l'évolution de l'année 2020 l'année prochaine avec une note de conjoncture spéciale Covid avec des nouvelles données qu'on aura reçues d'ici là. S'il n'y a pas de questions, peut-être que Philippe pouvait enchaîner avec un focus sur la situation des CAE. Focus, on va partir de Canopée, puisque c'est sur le Gers. Je parlerai un petit peu de l'ensemble des coopératives. Les coopératives d'activité et d'emploi. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, coopératives d'activité et d'emploi, on s'adresse à des entrepreneurs individuels. Et l'idée, c'est plutôt que de rester de manière isolée, c'est d'entreprendre au sein d'une coopérative, donc une entreprise partagée à l'ensemble des entrepreneurs qui la composent. Quelques éléments. Donc, Canopée, on agit sur le Gers et les Hautes-Pyrénées. On appartient donc à un réseau qui correspond maintenant à une centaine, entre 100 et 150 coopératives d'activité nationalement. Et il y en a 14, si j'ai bien compté, sur l'Occitanie, qui est représentée au sein de la CRES. Ça fait à peu près 1700 entrepreneurs sur l'Occitanie qui sont accompagnés dans la durée par rapport au développement de leur activité. Canopée, concrètement sur le Gers, c'est 134 entrepreneurs actuellement, une équipe d'accompagnement de 6 membres. Et bon, l'élément important, c'est que parmi ces entrepreneurs, 60 pour l'instant, enfin en fin d'année, 60 seront associés de la coopérative. On est donc une coopérative d'entrepreneurs associés qui se réunissent pour développer leur propre activité. On va voir que c'est important ce collectif par rapport à la situation qu'on traverse actuellement. Donc, on est gersois 60%, Haute-Pyrénées et puis un petit peu Haute-Garonne qui reste historiquement. On a un panel assez large d'entrepreneurs, on va de 24 à 64 ans. Et la particularité, effectivement, globalement des coopératives d'activité, c'est de s'adresser majoritairement à des femmes, alors que le champ de l'entrepreneuriat était historiquement plutôt masculin. On voit que les coopératives d'activité ont permis le développement réel d'un entrepreneuriat féminin.
On est à peu près dans la moyenne des coopératives d'activité d'emploi en termes de volume. Hein. On est assez significatif. Après, nous, on s'organise, mais toutes les coopératives, sur des champs d'activité spécifiques. Là, on est sur une coopérative généraliste. Un champ conseil formation, communication, santé, artisanat, tourisme. Et j'en dirai 2 mots après, prévention de perte d'autonomie. C'est un regroupement en fait d'entrepreneurs sur la thématique prévention de la dépendance. Et on voit qu'on a une offre auprès de la CFPPA et de la CARSAT qui est assez intéressante en termes d'action collective et concertée en direction d'une population donnée. Et on va voir qu'il y a eu des adaptations avec la situation du Covid. Juste pour rappel, une coopérative d'activité et d'emploi, c'est donc une entreprise collective qui permet à des entrepreneurs individuels de bénéficier d'un hébergement juridique. Ils ne créent pas leur activité, ils créent pas leur entreprise, mais ils intègrent une coopérative collective et à l'intérieur, ils ont un statut d'entrepreneur salarié. On va voir, c'est important. Ça permet c'est un statut qu'on a inventé, d'entrepreneur salarié, d'être à la fois entrepreneur autonome, mais de bénéficier de la couverture sociale salariée, ce qui va être très important dans la période qu'on est encore en train de traverser. On bénéficie de services mutualisés, comptabilité, gestion, etc., d'un accompagnement sur le calage de son activité, sur la démarche commerciale, la gestion, etc. Et puis surtout, on intègre un collectif d'entrepreneurs qui permet de ne pas rester isolé dans son activité, d'avoir des synergies et de développer des coopérations au sein de cette coopérative. Et on voit que dans la situation de crise, ce collectif va jouer un rôle extrêmement important dans la pérennisation et le maintien des activités. Frédéric parlait de burn-out tout à l'heure. C'est vrai que les entrepreneurs, d'une manière générale, confrontés à une situation extrêmement angoissante, ouais, je vais dire, disons préoccupante, zéro visibilité, comment on gère ces arrêts d'activité, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, les mesures de sécurité, etc. Bon, c'est là que la coopérative joue un rôle très important par rapport, j'imagine, à des situations d'entrepreneurs individuels qui ont été confrontés seuls à ces situations à gérer. Donc la force, là, pour le coup, de la coopération et de la coopérative, c'est ça. On a mis en place l'activité partielle, donc ça c'est le fait de pouvoir bénéficier de la couverture sociale et du statut de salarié. Donc tout de suite on a activé depuis mars l'activité partielle de droit commun, hein, avec des particularités de notre salariat, mais donc ça a été une négociation avec la DIRECC, on a eu un très bon écho de la DIRECC par rapport à ça, et 58 entrepreneurs ont bénéficié on est 17 actuellement encore entrepreneurs qui bénéficient de ce chômage partiel. C'est important, ça a permis vraiment de passer le cap. Et on verra qu'on n'a quasiment pas d'arrêt d'entrepreneurs par rapport à cette situation-là. Ça, c'est le droit commun. On a essayé aussi d'actionner l'aide, vous savez, aux entrepreneurs individuels, État, qui n'a pas été acceptée du fait de la particularité de nos entrepreneurs sur les entrepreneurs qui sont dans la phase amont, c'est-à-dire avant d'être salariés, ils ont un statut CAP, contrat d'appui au projet d'entreprise. Et là, je veux soulever l'intervention concertée au niveau de la CRES, hein, avec les couveuses et coopératives d'activité auprès de la région, qui cherchait un petit peu à couvrir ce qu'on appelle les trous de la raquette, c'est-à-dire que les dispositifs État ne couvraient pas tout et la région a permis de couvrir pour des personnes qui n'étaient pas encore salariées mais qui avaient une réelle baisse d'activité, voilà, d'avoir une bourse. Ça a été du one-shot, mais important, financièrement quand même, et puis symboliquement, je dirais, de ne pas oublier, de ne pas trop laisser de personnes sur le bord de la route. Donc la région a suivi. On a une union sociale au niveau des scopes, ça c'est pareil, l'effet réseau et mouvement qui permet d'avoir une couverture sociale et donc des aides complémentaires liées à notre réseau qui permet d'avoir une meilleure couverture, une meilleure capacité de traverser cette phase un petit peu problématique pour les entrepreneurs. Donc ça a été au niveau national que ça a été géré. On en a profité pour
travaillé sur les réorientations à un moment. Donc, il y a eu accès au FNE formation lié à l'activité partielle, avec un gros accent, c'est d'actualité, sur toutes les activités qui peuvent se prêter au distanciel, et donc une formation à l'e-learning. Et tout le champ de la formation, en fait, est en train de totalement ou globalement revoir ses méthodes de travail. Et donc, il y a un gros travail de formation des intervenants à faire dans ce cadre-là. Dernier élément, très important dans l'aspect collectif, et on a un CSE, nous, très actif, qui permet, donc ils sont des entrepreneurs associés, en fait, qui se préoccupent de la qualité de vie au travail d'une manière générale. Et c'est vrai que dans cette phase, le CSE a joué un rôle très important. D'abord, ce que je disais tout à l'heure, comprendre un petit peu ce qu'on pouvait faire, comment respecter les consignes sanitaires et comment ne pas laisser les gens isolés chez eux face à leur écran. Et donc, il y a eu beaucoup de groupes de travail, groupes de parole, du groupe de maintenant qui se transforme en co-développement. Par rapport à une situation d'entrepreneur individuel, donc où face, je dirais de manière isolée à cette situation-là de Covid, c'est clair que la coopérative, et c'est les retours qu'en font les entrepreneurs, a été d'un appui très, très, très important et appréciable. Voilà en 2 mots. On se dit coopérative d'activité et d'emploi, entreprise résiliente. C'est important d'abord d'avoir des structures, je dirais, solides, donc par rapport à des situations et d'entreprise, et de ne pas créer tout le temps des nouvelles choses. C'est vrai que le fait qu'on ait 20 ans permet d'avoir une assise financière importante qui a permis de faire des avances de trésor. On n'a pas eu recours au PGE parce qu'on a su assurer les besoins de financement des entrepreneurs. Cette protection sociale collective qui est importante, liée au fait d'être en coopérative, et c'est notre leitmotiv, de bénéficier d'une coopérative, d'une couverture sociale collective et non pas individuelle. Ça a été très important dans cette période-là. Un collectif en appui réel sur les personnes. Recours à la formation qui prépare un peu la suite, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'activités en fait, et l'accompagnement qui doit accompagner les entrepreneurs vers l'évolution des champs d'activité, les méthodes de travail, etc. Donc, voilà, le message un petit peu là, c'est entreprendre en coopérative permet d'avoir un soutien réel et un seul arrêt d'entrepreneurs salariés pour l'instant sur 80 par rapport à cette période. Je trouve que c'est une jolie performance. On va espérer que ça dure. Voilà. J'ai tenu les 10 minutes. C'est parfait. Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez poser des questions, à les poser dans le chat et puis on s'en fera les interlocuteurs. Merci beaucoup Philippe pour ces 2 éléments, à la fois pour avoir rappelé en effet les chiffres de l'emploi. Donc, bien entendu, lorsqu'on aura à disposition ces chiffres pour l'année 2020, donc on devrait les avoir au printemps prochain, nous les communiquerons en espérant qu'ils s'améliorent, mais malheureusement, avec ce 2e confinement, même s'il est moins restrictif que le premier, on le sait, des structures peut-être même de petite taille, mais également de taille moyenne qui avaient réussi à surmonter en fait ce premier semestre se retrouvent encore en difficulté, et ce malgré les soutiens apportés aux entreprises de l'ESS. Et puis également, merci pour votre témoignage par rapport à votre coopérative. On met souvent en avant, bien sûr, le principe du collectif en fait, dans l'ESS, et on nous demande souvent comment l'illustrer. Je trouve que ça en est vraiment une belle illustration, parce que si ces entrepreneurs avaient agi seuls, je pense que la situation aurait été beaucoup plus catastrophique. Et là, vous nous donnez vraiment des aspects concrets de ce que peut faire le collectif sur l'entrepreneuriat. Donc, merci beaucoup pour votre témoignage. Je vais laisser la parole à Dominique Afonso, suite à celle de Philippe Le Breton. Je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Dominique Afonso, vice-président de l'Assemblée régionale des radios associatives d'Occitanie, pour laquelle donc j'ai la délégation Mouvement associatif ECRES.
Les radios associatives sont issues de la mouvance des radios libres, initiée en 1981, et elles portent une mission de communication sociale de proximité qui leur a été assignée par le législateur en 1986. Euh, cette mission sociale de communication de proximité est intimement liée au tissu associatif local. Et donc, dans une crise comme l'on vient de traverser, effectivement, nous sommes en prise avec ce tissu local. Elles œuvrent comme un liant au sein de celui-ci, au sein de ce microcosme, en facilitant les échanges entre les différents acteurs, et en leur donnant de la visibilité. Elles accompagnent les actions issues de ce territoire et elles donnent surtout la parole à ceux qui n'ont pas accès aux médias traditionnels. Nos radios associatives forment les jeunes et les moins jeunes et favorisent également des vocations et permettent de conserver un lien social pour certains, aussi bien par le biais de nos antennes que par le biais de ceux qui les fabriquent, puisqu'elles sont fabriquées par des bénévoles. En Occitanie, les radios associatives donc représentent une centaine de radios, dont 80 sont adhérentes à l'ARA. Elles représentent donc 200 professionnels salariés, animateurs, journalistes, techniciens ou administratifs. Et donc, ce sont près de 3000 bénévoles qui sont impliqués dans la gestion de nos radios au quotidien, aussi bien pour la fabrication des programmes que pour la gestion associative. Donc ça, c'était la présentation de nos structures pour ceux qui ne sauraient pas comment fonctionnent nos radios associatives. Nous en venons à la crise que nous venons de traverser. Elle nous a impacté à deux niveaux au niveau des radios associatives. Au premier niveau, au niveau financier, nous sommes donc partenaires en local de manifestations pour lesquelles nous organisons parfois des plateaux et pour lesquels nous diffusons des messages d'intérêt collectif. Donc, toutes ces manifestations n'ont pas pu avoir lieu et donc ce sont autant de pertes financières donc pour pouvoir faire fonctionner nos structures. Deuxième niveau sur lequel en fait nous avons été impactés, ce sont les actions que nous au quotidien, puisque dans le cadre de la communication sociale de proximité qui nous est confiée, nous menons systématiquement avec ces différents partenaires des ateliers radio auprès des jeunes. Nous organisons des plateaux avec les différents partenaires et donc tout ça n'a pas pu avoir lieu et ça nous affecte avec une latence dans le sens où nous sommes financés par le fonds de soutien à l'expression radiophonique, en plus de certains partenariats en local avec les pouvoirs publics. Ces financements proviennent des actions qui sont menées en N-1. Donc concrètement, vu que beaucoup d'actions n'ont pas pu être tenues, les représentants des radios associatives, donc comme l'Assemblée régionale d'Occitanie, ou qui en fait adhèrent aussi à la Confédération nationale des radios associatives, ont mené auprès auprès de l'échelon national et du Fonds de soutien à l'expression radiophonique le débat sur le fait de savoir comment est-ce que nous allions nous traverser cette crise pour pouvoir maintenir nos ressources donc l'année prochaine, puisque ce sont les actions de l'année écoulée qui donnent entre guillemets les ressources de l'année suivante. Donc là-dessus, nous avons réussi à obtenir une année blanche en espérant qu'il n'y aura pas de troisième vague de confinement, parce que si c'était le cas, à ce moment-là, ça serait vraiment très compliqué pour nous. Et ça serait aussi compliqué pour nos partenaires, parce que les structures à laquelle nous donnons une visibilité, nos antennes pour pouvoir diffuser ont besoin de ressources, et si elles n'ont pas de ressources à ce moment-là, elles peuvent être amenées à réduire, entre guillemets, la voilure. Alors il y a quand même une chose qui a été positive pendant cette crise sanitaire. Nous avons les radios associatives ont initié de nouveaux partenariats en local, comme par exemple pour notre cas à nous, donc de Gascogne FM à Auch dans le Gers, un partenariat avec la Croix-Rouge afin de permettre de garder un lien entre ces structures-là et les auditeurs. Également, nous avons initié des partenariats comme avec la médecine du travail, justement par rapport aux questions de burn-out et des salariés, par rapport à la mise en place des protocoles
au niveau des entreprises et des employeurs. Donc, ce sont des solutions qui nous ont permis de rester en phase avec le tissu local malgré une déstructuration du milieu culturel dans lequel nous intervenons au quotidien. Après, plus concrètement au niveau de nos structures, nos bénévoles n'ont pas pu, pendant cette crise, continuer à faire leurs émissions parce qu'ils ne pouvaient pas se déplacer. Donc, ça nous a amené à développer de nouvelles solutions techniques. Et ces solutions techniques sont en train de devenir pérennes. Elles permettront peut-être par la suite à des personnes à mobilité réduite de participer à nos programmes. Donc, pour terminer mon propos, et je pense que je n'ai pas dépassé les 10 minutes qui m'étaient imparties, donc nous avons relativement bien encaissé la crise, mais effectivement, nous attendons de voir le contre-coup qui va arriver sur 2021, et en espérant que la situation des activités culturelles et du secteur culturel s'améliore un petit peu, aussi pour eux, parce que ça représente aussi beaucoup d'emplois et beaucoup de gens impliqués. Merci beaucoup Dominique pour ce témoignage sur les radios associatives. C'était la première Agora où on avait un témoignage, je crois, issue en effet du secteur culturel. C'est extrêmement important ce que vous dites, puisque la résistance, on va dire, a été déjà difficile pendant cette année 2020, et on sait que les conséquences sur le moyen terme, si ça venait à se pérenniser, seraient plus compliquées à assumer. Donc merci beaucoup pour votre témoignage. Je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent, il y a des participants qui sont rentrés, donc n'hésitez pas à intervenir au niveau du chat si vous souhaitez poser des questions à nos participants. Je vais laisser la parole à Monsieur André Carayol, donc vice-président de la Mutualité française du Gers, pour nous apporter également son regard. Je suis un militant et un responsable mutualiste depuis, hélas, plus de 30 ans. Et donc, lorsqu'on pose la question à nos concitoyens, à nos voisins, à nos amis, quel est ta complémentaire santé, tout le monde sait répondre à cette question. Soit c'est une assurance, donc entreprise privée à but lucratif, soit sa complémentaire santé est une mutuelle, entreprise régie par le code de la mutualité et donc qui appartient à l'ESS. Par contre, qu'est-ce qu'une union territoriale de la mutualité comme la mutualité française Gers? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer en quelques minutes. Donc, c'est une union départementale de mutuelles. Actuellement, dans le Gers, nous avons une soixantaine de mutuelles qui ont adhéré à cette structure collective. Je dirais toutes les mutuelles qui sont présentes sur le département ont adhéré à l'union territoriale. Et nous recouvrons, en gros, 85 000 personnes protégées sont donc retrouvées dans cette union départementale, c'est-à-dire pas loin de 45% de la population gersoise. Nous sommes une entreprise de l'économie sociale et solidaire à but non lucratif. Nous sommes actuellement au 42 rue du 8 mai, dans des nouveaux locaux que nous avons construits, aménagés il y a 4 ans, avec quasiment que des entreprises locales, entreprises et artisans gersois. La gouvernance de cette structure, comme dans beaucoup de structures d'économie sociale et solidaire, c'est un conseil d'administration de 22 personnes, uniquement des bénévoles issus des différentes mutuelles qui composent donc l'union départementale, un bureau de 9 membres et 4 commissions. Actuellement, c'est André Boubet, issu de la MGN, qui préside donc la mutualité française de Gers. Nous avons 37 collaborateurs qui travaillent dans différents services que je vais vous exposer.
Nous avons effectivement, au niveau de la mutualité française de Gers, 5 grands services, je devrais dire même 6, je vous dirai pourquoi le 6e, 5 services de soins et d'accompagnement mutualistes, comme nous les appelons dans notre jargon, c'est-à-dire des SAM, qui sont un centre dentaire, des centres optiques, des centres audioprothèses, un cabinet de psychologie et un accueil de jour pour malades d'Alzheimer. Cette dernière structure, l'accueil de jour qui accueille donc des malades d'Alzheimer et maladies apparentées, est une structure relativement innovante puisqu'il n'y en a que 3 en Occitanie. De même, cet accueil de jour est adossé à une plateforme de répit pour les aidants, donc souvent pour les membres de la famille, ce qui est très important dans avec ce type de maladie. Plateforme qui est financée entièrement par l'ARS, l'Agence régionale de santé. Nous avons été la première plateforme dans le Gers et il y en a 2 actuellement, puisqu'une deuxième a été créée dernièrement en Lomagne gersoise. Au niveau du dentaire, dont nous avons 6 dentistes avec 4 fauteuils. Et nous avons également une volonté qui perdure d'un maillage du territoire, puisque depuis 2013, nous avons un centre optique et un centre audioprothésiste sur Condom, et la même chose sur l'île Jourdain. Toutes ces réalisations mutualistes, centre dentaire, centre optique, etc., sont bien évidemment ouvertes à tout le monde, sont ouvertes à tout le monde, mutualiste ou pas, habitant le Gers ou simplement de passage. Sur le plan économique, notre budget de fonctionnement avoisine les 4 millions d'euros. Bien entendu, nos différentes structures ont été impactées par la crise sanitaire du Covid et la mutualité française de Gers a été dans l'obligation de fermer tous ses centres durant quasiment 2 mois. Par contre, nous avons essayé de faire preuve de résilience et notamment, nous avons mis en place 2 permanences téléphoniques tenues par des dentistes. Il est évident que même pendant le confinement, les rages de dents pouvaient se manifester et donc il était important que des dentistes soient là pour prendre ces urgences. Et la même chose a été faite pour l'optique et en audition. Nous avons eu, comme beaucoup d'entreprises, recours au chômage partiel et nous avons été dans l'obligation de recourir à un PGE de 300 000 euros. Par contre, nous avons la Banque publique d'investissement, la BPI, nous a refusé l'aide régionale car nous avions un endettement, d'après elle, trop élevé, endettement relativement important, c'est vrai, dû à la construction de notre immeuble rue du 8 mai à Auch. Alors, nous avons eu également, je ne veux pas l'oublier, une aide relativement importante de la CPAM et de la FNMF pour un montant global de 110 à 115 000 euros. Depuis le premier déconfinement, c'est une reprise très progressive de nos activités, notamment de l'activité dentaire, car il est évident que c'est une profession qui est quand même très sensible par rapport au virus. Et donc, nous n'avons actuellement que 2 fauteuils, je dis actuellement, jusqu'avant-hier, que 2 fauteuils sur 4 qui fonctionnaient, parce que les 4 autres dentistes changeaient de cabinet et surtout les assistantes doivent passer entre un quart d'heure et 1 minute à nettoyer entre chaque patient.
Les opticiens également, nous avons changé un petit peu notre façon de voir et nous recevons que sur rendez-vous pour qu'il y ait moins de personnes qui attendent dans le magasin optique. Donc, globalement, cette crise sanitaire va générer une perte de 200 000 € sur l'exercice de 2020 pour la mutualité. Nos perspectives, car nous avons bien météo, nous devons rebondir et le conseil d'administration a ouvert quelques perspectives à court et moyen terme. Premièrement, nous désirons continuer à mailler le territoire et là, chose innovante, en partenariat avec la mutualité française Hautes-Pyrénées. Nous avons eu plusieurs rencontres de faisabilité pour un centre optique dans un bus itinérant qui nous permettrait à nous, Gersois, d'être présents sur le bassin de vie de Mirande, de Marciac, Risque, car actuellement, nous n'y sommes pas. Sur Auch, nous avons une réserve foncière dans l'immeuble actuel, c'est-à-dire des locaux libres, vacants, volontairement achetés mais laissés encore en coquille vide pour accueillir soit des médecins généralistes, soit des médecins spécialistes qui sont en voie de disparition dans le Gers et à Auch notamment, suite à des départs prochains de médecins à la retraite et qui ne seront pas remplacés. Nous avons également, ça me permet de lancer un petit appel, nous avons également un grand local de plus de 100 mètres carrés, très bien situé pour recevoir par exemple un cabinet de kiné. Voilà, un de nos derniers engagements, de nos derniers services a été de notre investissement dans l'aide à la personne pour le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées par l'intermédiaire de l'ATPAN Gers qui a été créé en 2017. Ce qui me permet donc de vous expliquer très rapidement cette création de l'association ATPAN Gers, aide à domicile des personnes âgées et malades ou malades, qui a été donc créée en 2017 quand l'association Néoproxy, je salue d'ailleurs Bernadette Daous qui est ici présente, n'a pas pu éviter l'obligation de déposer son bilan, laissant sur le bord de la route près de 400 usagers et une centaine de salariés. Aussitôt, 3 partenaires de l'économie sociale et solidaire décident de créer une nouvelle association, donc l'ATPAN Gers. Ces 3 partenaires, il s'agit de la mutualité française de Gers, de Santé Relais. Santé Relais est un hôpital de jour mutualiste à Toulouse, dont certains ici connaissent son président très actif, Pierre-Jean Gracia, qui est également le président de la mutualité française Occitanie, et l'ATPAN Toulouse. L'ATPAN Toulouse est une association d'aide à domicile qui connaît une très grande expérience puisqu'elle travaille sur un milieu toulousain depuis 60 ans avec 450 collaborateurs et près de 3000 usagers, dont le président est Régis Army. Donc, nous faisons appel à 2 établissements bancaires qui travaillent régulièrement avec nous, le Crédit Coopératif et France Active, filiale de la Caisse des dépôts, certes que de nombreux participants ce matin connaissent, afin de constituer les fonds propres de la nouvelle association. Et donc, 2 mois après, les anciens salariés de Néoproxy, qui ont été repris à 99% par l'ATPAN Gers, peuvent à nouveau intervenir auprès des personnes âgées du Gers. Notre siège administratif est au 95 boulevard Sadi Carnot à Auch et nous intervenons essentiellement sur 3 grands secteurs géographiques, Auch-Vic, Condom-Lectoure, l'île Jourdain, Florence.
En 2 ans, notre activité a augmenté de 30% en volumétrie, en nombre d'heures. Et cette description sur laquelle j'ai un petit peu insisté, c'est pour montrer, si cela était nécessaire, que les entreprises de l'économie sociale et solidaire peuvent être très réactives, aussi réactives que celles du secteur marchand lorsque les conditions l'imposent. Un petit, bien sûr, focus sur la crise du Covid, secteur qui a été bien sûr très touché, secteur la crise du Covid nous a là aussi imposé d'avoir recours à un PGE plus aide complémentaire avec France Active, du chômage partiel, mais malgré les conditions très difficiles, là je tiens vraiment à insister, malgré les conditions très difficiles dans lesquelles travaillent ces personnes, il y a eu très peu d'absentéisme. Les personnes, surtout qu'au départ, elles n'avaient pas forcément des équipements individuels de protection, ont tenu à intervenir auprès des personnes âgées, car elles savaient qu'elles étaient seules. Mais là aussi, je tiens quand même à dire que ces salariés du secteur de l'aide à domicile, c'est vraiment les invisibles du secteur médico-social. Il suffit de voir pendant la crise, on a bien sûr parlé beaucoup des soignants dans les médias, ce qui est tout à fait normal et je le conçois. On a parlé ensuite, dans un deuxième temps, des soignants dans les EHPAD, avec leur rôle très important, majeur également, mais il a fallu attendre des semaines et des semaines pour qu'on se rende compte qu'il y avait quand même des aides à domicile qui permettaient à des personnes âgées, c'est encore plus sensible peut-être en milieu rural, qui permettaient donc à ces personnes âgées de rester chez elles, qu'auraient fait les hôpitaux qui étaient déjà surchargés, les EHPAD qui étaient pleins, qu'auraient fait donc les pouvoirs publics s'il n'y avait pas eu ces aides à domicile pour être en présence quotidienne auprès des personnes âgées. Pour rester un peu plus optimiste, j'en finirai sur les perspectives. Nous avons la volonté de créer des partenariats, des alliances avec d'autres structures comme les SIAD, c'est-à-dire les secteurs d'infirmiers à domicile, les CCAS des collectivités locales, faire davantage, c'est très important, de formation au niveau des postures du travail et de la bientraitance, et proposer davantage également notre offre dans le domaine du handicap. Et bien entendu, comme beaucoup de mutualistes, nous attendons avec beaucoup d'impatience la 5e branche autonomie et la loi grand âge. Voilà, je pense à être resté à peu près dans mes 15 minutes qui m'étaient imparties. Merci. À la seconde près. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, André Carayol, pour votre intervention. C'était, je trouvais éminemment intéressant, évidemment, d'avoir le témoignage de la mutualité et également de votre structure. Alors, excusez-moi, parce que parfois on l'appelle ADPAM dans d'autres territoires. Je vois que ça change d'un territoire à l'autre, mais voilà, le même type de structure sur l'aide à domicile. Et puis, d'avoir rappelé à la fois le vécu de cette crise, mais également des enjeux qui étaient déjà là avant, hein, on le sait, à la fois de valorisation des métiers, type l'aide à domicile, et puis du manque également de plus en plus criant de certaines professions, et notamment sur des territoires ruraux. Voilà, vous avez cité une demande de kiné. Voilà, on sait que c'est une profession et qu'il est aujourd'hui difficile de recruter. Donc, voilà, et puis devoir montrer aussi que malgré les difficultés, et il y en a eu, si vous avez dû faire appel à des PGE, il y a cette volonté de continuer, d'être sur des partenariats et d'innover, de vous adapter au contexte. Donc, merci beaucoup pour tous ces éléments très précieux. Merci à vous. Alors, je vais donner ensuite la parole à Bérangère Chambon, donc présidente de la ressourcerie Valoris, pour un autre témoignage, un autre éclairage sur la crise. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce qu'est une ressourcerie, puisque j'ai l'avantage d'être la présidente d'une ressourcerie gersoise, Valoris,
qui est situé à Auch et qui, Valoris existe depuis 20 ans et la ressourcerie depuis 12 ans. Donc voilà, alors donc je vous ai fait une petite présentation. On peut, la suivante s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que c'est une ressourcerie? Eh bien, j'ai préféré vous donner un petit peu les mots-clés. Hein. Je récupère, je répare, je transforme, je réutilise. Et ce sont les mots-clés d'une ressourcerie. C'est-à-dire qu'à partir des objets qui sont jetés, qui sont donnés aussi, hein, puisque les gens peuvent faire des apports volontaires sur le site de la ressourcerie. Donc, à partir de cet élément-là, donc il y a ce qu'on appelle un triage par famille, etc. Et donc après, tous ces objets sont pesés et ensuite sont mis dans différentes filières, soit pour être réparés, soit pour être réemployés et réutilisés et ensuite remis en vente. C'est un petit peu les missions, hein, la ressourcerie, elle a 4 missions, hein, c'est la collecte, hein, la collecte de différents déchets, les encombrants, les déchets d'équipements électriques, électroniques, le textile d'habillement, le linge de maison, les chaussures, mais aussi tout ce qui est ce qu'on appelle les DAE, c'est-à-dire tous les objets d'ameublement. Voilà. La deuxième mission, c'est la valorisation. Alors, à partir de cela, donc, vous avez le tri, le contrôle, le nettoyage, la réparation de ces objets afin de leur rendre toute leur valeur. Un premier niveau de démantèlement des objets non réutilisables et réemployables pour les envoyer dans les filières de valorisation adéquates. Et la troisième mission, c'est la vente. Hein, donc, c'est dans le fil conducteur, donc ça constitue l'aboutissement de la filière de réutilisation et de réemploi. C'est parfois une vente directe sans distinction du public pour des objets à faible prix. Et souvent, c'est en partenariat avec des organismes sociaux pour équiper des bénéficiaires voilà, qui sont en fragilité sociale et professionnelle. On leur offre des objets à prix modique. Elle permet aussi d'assurer une part des ressources propres pour la structure afin de pérenniser des postes salariés. Alors, je vais juste m'arrêter un tout petit peu là sur ce point parce que beaucoup de ressourceries sont bien sûr acteurs de l'économie sociale et solidaire, d'une part, mais ils sont aussi acteurs de l'IAE. Hein, l'insertion par l'activité économique. Et donc, eh bien, souvent, ces structures, elles sont souvent chantiers d'insertion, c'est-à-dire qu'elles s'adressent à des publics qui sont en grande précarité sociale et professionnelle. Et donc, par ce biais-là, par l'existence de ces structures, ces personnes retrouvent un cadre de travail, une réinsertion un petit peu dans la vie sociétale commune. Voilà ce que je voulais dire. Et la quatrième mission d'une ressourcerie, c'est la sensibilisation à l'environnement. C'est-à-dire qu'elle fait tout un travail auprès des usagers des services de collecte, des clients, des lieux de vente, sur les produits réutilisables, réemployables. Parce que quand une personne vient, par exemple, dans une ressourcerie, ou même parce qu'avant d'aller dans la ressourcerie, souvent ils vont dans une déchetterie, et à ce moment-là, eh bien, il y a une personne qui leur explique qu'est-ce que c'est que de détourner un objet pour pas qu'il aille en enfouissement et qu'il peut être réutilisé et réemployé, soit pour y trouver que cet objet trouve ce qu'on appelle une seconde vie, on appelle ça la seconde main, ou alors cet objet peut être récupéré en tant que matière, c'est-à-dire il peut être démantelé ou sa matière peut être utilisée pour fabriquer tout à fait autre chose, c'est-à-dire un meuble en bois qui est vraiment trop abîmé, ben on va prendre sa matière bois et on va faire, si c'était une table, ben ça peut devenir tout à fait autre chose, ou ça peut redevenir une autre table mais sous une autre forme, avec un autre design par exemple. Voilà, donc on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, je voulais vous parler de l'histoire de Rose.
Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire de Rose? Eh bien, vous voyez, c'est une pauvre petite chaise toute rose là qui a été laissée pour compte au bord de la route. Voilà, elle est toute seule. Et donc, vous voyez aussi ce petit slogan là, hashtag adopte plus qu'un objet. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, écoutez, c'est une campagne de communication nationale portée par le Réseau national des ressourceries autour du réemploi et de la réutilisation. Et donc, à travers l'histoire de Rose, eh bien, il s'agit de raconter son parcours à partir du moment où elle était comme ça, un petit peu abandonnée, oubliée, et elle est récupérée. Et donc, voilà, c'est le départ de l'histoire de Rose. Donc, je vous invite à aller sur… Oui, je vous invite à cliquer sur Adopte plus qu'un objet et de porter vos commentaires, vos observations sur cette campagne de communication au niveau national. Donc, la suivante, je vous prie. Donc voilà, c'est Rose. Rose qui a été récupérée et qui se retrouve donc dans la ressourcerie. Et donc, vous voyez que Rose commence à reprendre un petit peu vie parce qu'on lui redonne des couleurs. Elle rencontre des personnes tout à fait charmantes qui s'occupent d'elle, qui la relouent, qui la chouchoutent et tout ça. Donc, voilà un petit peu le deuxième moment de Rose et de la rencontre de Rose et de la ressourcerie. Voilà, et vous voyez qu'ici, on partage plus qu'un bon moment. On est toujours dans la campagne nationale, bien sûr. Donc, on peut continuer. Et donc, voilà, c'est le final de Rose. C'est Rose et le Popotin. Donc, voilà, vous voyez que Rose est tout à fait contente. Et aussi, elle a fait un heureux, puisque vous voyez que la rencontre de Rose et de Joël et son Popotin, ils entament une nouvelle vie, un nouveau chapitre. Et on voit que Rose est tout à fait satisfaite de retrouver une seconde vie et de donner un autre plaisir à d'autres personnes qui adoptent aussi un autre style de vie. Voilà un petit peu l'histoire de Rose déclinée tout au long de la communication nationale autour du réemploi et de la réutilisation et qui aussi illustre aussi ce qu'est une ressourcerie. Vous voyez qu'à partir d'un objet, abandonné, oublié ou donné, il peut être récupéré, il peut donner du travail, si on repart sur la slide avant, s'il vous plaît. Avant celle-là. Voilà, vous voyez qu'il y a deux personnes qui s'occupent de Rose. Ces deux personnes, ce sont deux personnes qui travaillent dans une ressourcerie, qui ont trouvé là un lieu justement pour se ressourcer elles-mêmes, pour retrouver un cadre de travail, un cadre de relations professionnelles et aussi pouvoir exprimer leur créativité, leurs projets aussi, leurs projets professionnels. Voilà un petit peu l'histoire de Rose et l'histoire d'une ressourcerie. On peut revenir à la troisième, s'il vous plaît. Donc voilà, voilà le final donc, de Rose et de la ressourcerie. On peut continuer. Donc maintenant, à présent, je vais vous montrer quand même qu'est-ce qu'on fait dans quelques réalisations effectuées au sein de la ressourcerie Valoris. Mais ce qu'on fait à Valoris, on peut le retrouver aussi dans d'autres ressourceries. Il faut savoir que sur le territoire national, il y a à peu près 160 ressourceries répertoriées par le réseau national des ressourceries. Il y en a certainement d'autres, mais qui ne sont pas répertoriées parce qu'elles ne sont pas devenues membres du réseau national, mais il y en a certainement d'autres sur le territoire. Au niveau de la région Occitanie aussi, il y a un réseau régional des ressourceries. Il y a à peu près une vingtaine de ressourceries disséminées sur les je sais pas combien on est de départements maintenant, 23 ou 17, je ne sais plus. Enfin, tous les départements de la région Occitanie. Voilà, et donc on va vous montrer un petit peu quelques réalisations à partir des rebuts, les chutes. Voilà un petit peu ce que l'on fait, du jeter au recréer. Donc ici, c'est tout un travail qui a été réalisé par l'atelier textile de Valoris, qui à partir de bouts de tissu, de bouts de rubans, de bouchons, d'éléments divers récoltés, a permis de fabriquer cette robe qu'elles ont appelée, l'équipe de couturières
de l'atelier l'a appelée Pretty Récup, et c'était une robe qui a été réalisée pour une exposition sur sur les déchets qui s'est passée il y a une année. Donc vous voyez, on voit les différentes étapes qui ont permis la réalisation de cette robe. La suivante, s'il vous plaît. Et donc là, on va partir par la première. Donc voilà un petit peu aussi une autre réalisation faite par la ressourcerie. Donc vous voyez, à partir d'un vieux râteau tout rouillé, tout cassé. Suivante, s'il vous plaît. À partir aussi de chaînes aussi récupérées, c'était des vieilles chaînes, trop vite, à partir de vieilles chaînes toutes rouillées, des chaînes agricoles qui avaient été abandonnées sur un vieux terrain. Donc tout ceci a été récupéré et vous voyez la personne à l'œuvre. Et donc voici le résultat final. Donc c'est notre crocodile qui plaît beaucoup aux enfants et qui a été donc finalement réalisé avec l'ensemble de ces objets. Alors j'aurais pu vous en montrer beaucoup d'autres de ces réalisations, ça aurait pris peut-être un peu trop de temps. Je ne sais pas ce qui me reste comme temps encore. Il vous reste 3 minutes. Est-ce que peut-être, Bérangère, vous pouvez nous parler un petit peu de cette année 2020 et des solutions que vous avez mises en place pour vous adapter à la crise? Donc, pour cette année 2020, les ressourceries, comme toutes les autres structures associatives, les entreprises, etc., ont été fortement touchées par cette pandémie. Donc, bien sûr, il y a eu le premier confinement. Donc, moi, Valoris a 37 salariés, dont une vingtaine en contrat d'insertion. Et donc, moi, tous les salariés en insertion, je les ai mis en chômage partiel. Pour l'équipe de permanents, on a mis le télétravail pour tous ceux qui pouvaient être en télétravail. Ils ont donc été mis en télétravail. Il y avait une partie qui a continué une activité parce qu'il y a certaines activités de la ressourcerie qu'on ne pouvait pas arrêter, notamment les collectes des commerces prioritaires comme les pharmacies, les commerces alimentaires, etc. Et donc, ce premier choc, on l'a assumé. On a repris en juin tout doucement les activités, mais toutes les activités n'ont pas pu reprendre. Donc, au niveau du chiffre d'affaires de la ressourcerie, il y a une baisse de plus de 50%. Le deuxième confinement a été beaucoup plus difficile, paradoxalement au premier, parce que ce que nous avons été confrontés, nous, puisque nous avons déjà un public fragile, avec les certificats d'isolement, qui sont les certificats médicaux d'isolement donnés par le médecin de la personne, ces personnes qui font partie de la liste des pathologies des personnes vulnérables. Donc voilà, donc ça nous oblige donc à les mettre en activité partielle. Et donc, bien évidemment, en faisant ça, ça dépouille le groupe des salariés pour pouvoir travailler. La fermeture des 2 boutiques de Valoris fait que toute l'activité de vente a dû être arrêtée alors qu'elle commençait à peine à recommencer. A dû être arrêtée, pardon, je confonds. Et donc là aussi, ça donne un impact supplémentaire. Et donc la fin de l'année est un peu difficile et j'ai des interrogations quand même sur le premier trimestre 2021. On avait une trésorerie saine, mais bon, voilà ce que je veux dire. Mais on a quand même maintenu les salariés en poste, sauf ceux, comme j'ai dit, qui étaient en vulnérabilité. On les a fait travailler en vase clos, voilà. Mais ça fragilise quand même la structure maintenant plus qu'au début de l'année. Voilà, donc on cherche les solutions. On a travaillé avec le réseau national, on a travaillé sur des fonds spéciaux, dont l'ADEME, par exemple, avec l'ADEME, qui a débloqué
je ne sais plus combien, 100 millions d'euros, je crois, en faveur des ressourceries, recycleries. Et donc, on a monté des dossiers. Les dossiers vont se débloquer là d'ici la fin de l'année. Mais bon, ça va donner un peu de souffle, mais quand même, la fragilité est encore là. Mais on a fait de sorte de maintenir et de suivre toujours nos salariés en parcours d'insertion, notamment pour les accompagner parce qu'il y a eu beaucoup d'angoisse, beaucoup aussi, comment dire, je ne vais pas dire de complotisme, je ne voudrais pas aller dans ce sens-là, mais beaucoup de peur, de frayeur ce qui est normal. Donc, il a fallu apporter un soutien psychologique renforcé par rapport à certains aspects de leur vie. Voilà, donc nous avons fait tout ce travail qui a été un travail conséquent et pour lequel, bon, c'est en plus du travail normal que l'on fait dans la structure, ça a été tout un accompagnement supplémentaire à réaliser et qui a été fait par l'ensemble de l'équipe permanente. Je leur tire mon chapeau parce qu'ils ont tout le temps été présents, tout le temps, tout le long de la crise, tout au long de cette pandémie. Voilà ce que je voulais dire concernant Valoris et la ressourcerie. Merci. Merci beaucoup, merci à vous pour ce témoignage. C'est toujours très intéressant d'avoir les témoignages des ressourceries parce que ce que vous mettez en avant et ce qu'on a entendu aussi de la part d'autres de vos homologues, on va dire, collègues ressourceries sur les territoires, c'est que ça a été une situation difficile puisque voilà, souvent quand il y a des magasins, ils ont dû être fermés. Alors que vous accueillez des personnes en insertion, donc des personnes en fragilité qui ont besoin aussi d'être au travail pour avoir ce lien social. Donc, ça a créé aussi quelques ruptures qui ont dû être délicates aussi pour ces personnes. Que les ressourceries, la valorisation des déchets, c'est une filière extrêmement stratégique. On parle évidemment d'enjeux environnementaux et que ce sont des activités que l'on suit de près, puisqu'il y a vraiment de gros enjeux, en tout cas, sur ces activités. Et puis, bravo aussi pour j'allais dire, la campagne marketing de ce que je la trouve extrêmement bien faite. Donc, comme quoi aussi, dans les entreprises de l'ESS, on n'a pas à rougir de notre manière de communiquer, qui peut être extrêmement intéressante et fine. Donc, bravo à vous et bravo au maintien aussi de votre activité pendant cette période. Dernier témoignage, donc je suis ravie d'accueillir Francis Mazery, j'espère que je n'écorche pas votre nom, pour la Banque Populaire Occitanie. C'est la première fois que dans nos Agora, on a le témoignage d'une banque. Vous avez été très présent pendant cette crise, donc c'est important pour nous de pouvoir aussi vous mettre à l'honneur et d'avoir un petit témoignage de l'intérieur de votre vécu, puisque vous avez été extrêmement sollicité, notamment dans le cadre des PGE. Donc je sais que l'activité des banques a été dense. Et donc, voilà, je vous invite à témoigner également, s'il vous plaît. Merci. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier de me donner la parole au sein de cette belle assemblée, en ces temps, comme vous venez de dire, très difficiles, occasionnés par la crise que nous traversons. Permettez-moi tout d'abord de dire quelques mots sur l'établissement que je représente, et puis je parlerai des actions en période de crise que nous avons développées et puis celles que nous comptons bien pérenniser. Comme vous le savez certainement, la Banque Populaire Occitane est une banque coopérative dont le capital est détenu par ses sociétaires et des clients qui sont principalement régionaux. Elle est historiquement et génétiquement engagée aux côtés des institutions et associations qui font la vie de nos territoires et y joue un rôle social et culturel. Pour faire simple, nous couvrons 8 départements avec donc c'est Midi-Pyrénées, moins l'Ariège et plus le Lot-et-Garonne. Nous employons 2200 salariés qui bien souvent sont acteurs de l'ESS sur le territoire, puisque bien souvent, beaucoup d'entre eux sont élus, maires, conseillers municipaux ou participent à des conseils d'administration dans des EHPAD et dans différentes associations. Donc je crois qu'ils connaissent bien le milieu dans lequel ils évoluent. Donc, grâce à notre ancrage régional, nos salariés disposent d'une connaissance approfondie de la vie économique locale. Notre culture coopérative est un atout pour co-construire des partenariats et nos valeurs rejoignent celles de la société qui aspire à conjuguer performance, solidarité et responsabilité.
Tout à l'heure, j'ai écouté M. Carayol parler de la mutualité française et puis du concours qu'ils avaient sollicité auprès du Crédit Coopératif. Il faut savoir que les crédits coopératifs, au même titre que les caisses d'épargne et des banques populaires, font partie d'un même groupe qui s'appelle BPCE. Et nous en sommes fiers parce que je crois que, j'y reviendrai tout à l'heure dans mes propos, les enquêtes de satisfaction qui ont été menées sur la fin du deuxième trimestre 2020 démontrent que le système coopératif a toute sa valeur et en tout cas est reconnu par nos clients. Et on peut dire qu'on a été présent, je crois, sans gonfler les chevilles, en cette période difficile, et on continue, on essaie en tous les cas de continuer de l'être. Quelques chiffres pour illustrer mes propos. Donc, la Banque Populaire Occitane, c'est 220 points de vente, c'est une vingtaine au sein du Gers, 560 000 sociétaires. Il faut savoir que 35% de nos clients sont sociétaires. Nous disposons de 8 centres d'affaires. Et chose importante, et je crois qu'il faut vraiment souligner, et s'il y a une chose à retenir, c'est celle-là, c'est que plus de 3 milliards d'euros ont été distribués ou seront distribués en 2020 au sein de l'économie locale. On y tient, l'économie locale. Donc le milieu associatif et le milieu de l'ESS en a certainement bénéficié. Alors vous allez dire c'est beaucoup et dire les PGE. Mais les PGE là-dedans représentent à peu près 1 milliard d'euros. Donc c'est vraiment le soutien soutenu de la banque dans l'écosystème. Nous sommes la seconde banque des associations employeuses avec près de 20% de taux de pénétration. Les caisses d'épargne qui font partie du même groupe représentent également un poids considérable dans l'écosystème. C'est la première banque des PME, et il faut savoir que 2 PME sur 3 sont clientes à la BPO. Alors, nous disposons d'une gamme complète de services bancaires connectés, je vais aller très vite là-dessus, aux côtés des associations, des entreprises sociales, des fondations et institutionnelles. Et la Banque Populaire a pensé son offre bancaire afin de répondre aux besoins spécifiques et aux exigences régionales. Pendant la crise de tout temps, nous travaillons sur 4 axes principaux et nous ne sommes pas départis. Le premier, vous le connaissez, j'irai très vite, c'est la gestion des comptes au quotidien. Je ne fais pas une liste exhaustive de nos services. Aujourd'hui, nos clients ont la possibilité de gérer leurs comptes et avec les moyens de paiement en France et à l'international, avec toutes nos solutions digitales simples, adaptées et sécurisées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le second, vous pouvez également optimiser vos flux à l'encaissement et vos flux de paiement en agence et en ligne. Et troisièmement, nous pouvons également répondre aux besoins de financement court terme sur les principaux et moyen terme, par exemple le financement de la transition énergétique ou le financement de mise aux normes. Nous avons été présents et nous avons accompagné les associations et le tissu de l'ESS en ces termes. Nous vous accompagnons également pour le placement de vos excédents de trésorerie, il y en a. Nous disposons de conseillers en gestion de patrimoine et de banquiers privés qui sont répartis sur tout notre territoire. Nous privilégions de plus en plus l'investissement socialement responsable. Et ce n'est pas qu'un mot. Et ça, depuis des années. L'ISR est un mode de gestion financière qui intègre de façon traçable des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. En conciliant performance économique, impact social et environnemental, ces fonds financent les entreprises qui contribuent au développement d'une économie durable et responsable. Certains d'entre vous ont dû entendre parler de Mirova, qui appartient au groupe BPCE. Mirova est un fonds d'investissement, un fonds commun de placement, on dira, sur lequel nous investissons donc à travers des entreprises particulièrement vertueuses en termes d'éthique sociale, comment dirais-je, et particulièrement éthique économiquement. Enfin, nous intervenons sur la partie motivation des salariés avec l'ingénierie salariale et sociale. Vous avez dû entendre parler d'Interépargne, qui est notre filiale. Nous accompagnons par notre politique d'ingénierie sociale. Un ensemble de dispositifs d'optimisation fiscale vous permet d'agir directement sur la performance, le quotidien et la retraite des collaborateurs. Cette politique sociale est un outil de management complémentaire pour valoriser les collaborateurs. Je pense aux tickets restaurants, aux chèques cadeaux et aux contrats collectifs de santé. Cette action ne s'est pas quelque peu ralentir pendant la crise, mais nous avons des entreprises qui ont continué à œuvrer en l'espèce. Alors la question cruciale, qu'avons-nous fait pendant la crise? Déjà, je serais tenté de dire, et ce n'est pas une provocation, nous sommes restés ouverts. Pas tout le cas de tous les réseaux, il faut bien le reconnaître. Bruno Le Maire nous avait confié cette mission de service public
Je crois que nous la menons tant bien que mal à bien. Ça n'a pas été facile parce que nous aussi, nous avons connu pas mal de gens malades, quelques burn-out. Il y avait la garde des enfants, il y avait les écoles qui étaient fermées. Enfin, vous avez connu tout ça. Ça n'a pas été facile de maintenir en état, de ne pas fermer les points de vente. Et aujourd'hui, si ce n'est un jour ou deux pour certaines agences, parce que la crise Covid avait fait qu'il fallait désinfecter, qu'on ne pouvait pas réouvrir comme ça, nous avons maintenu nos agences ouvertes pendant la durée. Durant cette crise, nous avons eu de cesse de vous accompagner. Je ne reviens pas sur les mesures gouvernementales que nous avons accompagnées, mis en place, les reports d'échéance, les reports de loyer, les crédits baux, le gel des prélèvements et bien sûr la mise en place des prêts garantis par l'État qui nous ont occupés et qui nous occupent encore peut-être un peu moins. Mais donc je vous disais, c'est 1 milliard de crédits qui a été distribué à l'économie locale. Au-delà de ça, ce que nous avons fait, je crois que ça relève de l'humain. Et spontanément, on sentait des clients, nos clients très préoccupés. Je crois que c'est pas un petit mot que de le dire. Donc on a essayé de les rassurer. On a essayé d'expliquer les mesures. Et on a essayé d'être proche d'eux. Au même titre d'ailleurs que les comptables qui l'ont remarquablement fait. Voilà. 2 mots le secrétariat d'État à l'ESS s'est prononcé sur les difficultés que rencontre le monde associatif dans le contexte actuel. Comme lui, notre préoccupation est d'accompagner au mieux l'ensemble des associations employeuses. Et cela se traduit par la création pour la fin de l'année, je crois qu'il n'en a pas été question, vous n'en avez pas parlé, mais d'un fonds d'urgence doté de 30 millions d'euros, avec pour finalité de cibler un maximum de 10 000 associations qui pourront bénéficier de subventions qui iront de 5 000 à 8 000 euros. Donc Olivier Grégoire a échangé avec la Fédération des banques françaises en soulignant la nécessité pour les banques de se montrer bienveillantes avec les structures de l'ESS qui connaîtraient des difficultés passagères en attendant de pouvoir bénéficier de cette aide financière. En tout état de cause, la BPOC sera présente et ne vous laissera pas tomber. Pour alimenter les propos et donner des exemples concrets, je voudrais faire une focale sur notre fondation, Banque Populaire Occitane, qui a été créée en 2011. Elle revendique des valeurs de responsabilité, de proximité et de solidarité avec notre territoire. Et elle trouve son expression naturelle dans le mécénat. Donc, elle a pour vocation d'accompagner différemment et durablement le tissu associatif régional. Donc, elle intervient auprès d'associations ou d'institutions régionales œuvrant dans les domaines de la solidarité et de l'environnement pour une vie en Occitanie plus humaine et plus respectueuse, je crois. La solidarité, donc, en premier lieu, donc des enfants malades, l'éducation, l'insertion professionnelle, le handicap, le vieillissement sont des axes sur lesquels la Fondation a particulièrement œuvré. Sachez également que la BPOC, au travers de son engagement coopératif, qui est mesuré au travers de l'empreinte coopérative et sociétale, a injecté 7 millions d'euros, qui représentent chaque année et de façon pérenne depuis des années, 7 millions d'euros, ce qui représente quand même 10% de notre résultat net. Autre manifestation de notre action, nous parrainons une association que certains d'entre vous doivent connaître, je pense, qui s'appelle Hôpital Sourire, qui est une création faite par la Banque Populaire Toulouse-Midi-Pyrénées à l'époque, il y a 30 ans. Sa mission, c'est de rendre l'hospitalisation des enfants à Purpan, que pour certains sont dans un état très grave, c'est d'améliorer leur quotidien en permettant déjà l'hébergement des parents et l'animation à travers l'intervention de clowns pour leur donner un peu d'espoir et de réconfort au quotidien. Donc, c'est une association qui est présente sur toute l'Occitanie, dans tous les départements. Ce sont souvent des clients, mais aussi des anciens salariés qui animent cette association. Pour la petite histoire, le collègue que j'ai remplacé il y a quelques mois, qui est parti à la retraite, a entrepris un tour de France à vélo pour récolter des fonds en partenariat avec le Rotary et a levé 10 000 euros pour alimenter cette association. Donc, c'est une association qui nous tient particulièrement à cœur et qui donne vraiment le côté humain de cette association au travers de la Banque Populaire. Et puis, je terminerai mon propos avec une expression
récente, puisque c'est mes fonctions actuelles. J'ai pris il y a 3 mois la responsabilité donc, de l'innovation au sein de la Banque populaire occitane. Je m'occupe du monde, on va dire, de l'écosystème des entreprises innovantes. Et à ce titre, il y a quelques mois, nous avons créé un fonds d'amorçage, un fonds doté de 5 millions d'euros avec la région, la Banque populaire du Sud, les caisses d'épargne de Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées. Nous avons doté ce fonds de 5 millions d'euros pour alimenter en capital les entreprises qui démarrent leur activité et donc qui ont besoin de capitaux propres pour pouvoir générer un effet de levier pour que le système bancaire les accompagne et qu'ils puissent développer leur activité. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que la plupart, je dirais 80% de ces entreprises aujourd'hui, c'est la nouvelle économie, hein, c'est l'économie de demain, travaillent sur la santé, la biosanté, l'informatique et l'intelligence artificielle. Et on peut toujours rattacher ça à l'humain et à notre économie qui, je l'espère, sera florissante encore demain. Voilà. Donc pour terminer mes propos, je finirai sur une note positive. C'est compliqué. On sent que les entreprises, avec les PGE, ont régénéré de la trésorerie. On se demande si ce n'est pas le calme avant la tempête, pour être très honnête. Je ne veux pas être béni oui. Je pense qu'il y aura des entreprises qui resteront, hélas, sur le bord de la route. Mais en tous les cas, nous ferons tout. Et je pense que les pouvoirs publics, la région et l'Europe fait tout pour accompagner le monde économique, voilà, qui en a bien besoin. Merci de votre écoute. Je vous remercie pour votre témoignage et pour votre éclairage. Je trouve que c'était intéressant aussi de voir votre vécu aussi de l'intérieur et puis les actions que vous avez menées et que vous menez pour les entreprises de l'ESS. C'est important de rappeler aussi que, évidemment, le financement, c'est un maillon absolument indispensable de nos entreprises de l'ESS. Et puis, bien sûr, sur l'innovation, si on veut avoir un rôle, si les entreprises de l'ESS veulent avoir un rôle important dans ces transitions, ces transformations écologiques et sociétales, sans financement, hélas, les idées restent au stade d'idées. Donc, voilà, pour passer le cap, c'est important de mobiliser des financements. Donc, je remercie nos banques coopératives d'être présentes. Avant de conclure, je vais donner la parole à un des participants qui souhaitait s'exprimer. Donc, Monsieur Christophe Loison, je vous laisse la parole. Voilà, bonjour à tout le monde. Je suis content de vous voir à tous. Je voulais parler un petit peu de l'IAE, l'insertion par l'activité économique, puisque je suis directeur de l'association AG2I de l'entreprise d'insertion R2D2, vraiment dans l'IAE, et nous avons comme activité principale la collecte, le recyclage des produits électriques et électroniques sur le département du Gers. Et nous avons un magasin qui s'appelle le Comptoir Solidaire pour distribuer tous ces produits rénovés. Alors, je ne vais pas parler de ce qui s'est passé, je vais peut-être parler de ce qui va se passer chez nous, puisque je viens d'avoir les accords ce matin, c'est pour ça que c'est important pour moi de vous en parler. Nous allons donc continuer notre projet en centre-ville de la ville d'Auch, c'est créer cette fameuse plateforme regroupant des acteurs de l'IAE et de l'ESS, puisque nous avons, ça y est, les accords pour créer une SIC, donc une société coopérative d'intérêt collectif, qui va regrouper notamment des structures de l'insertion par activité économique, mais aussi donc des collectivités et des entreprises dites traditionnelles qui travaillent avec nous. Voilà. Donc, c'est quelque chose que nous avons travaillé depuis pas mal d'années et qui va prendre maintenant, qui a pris une vitesse suite aux 2 confinements que nous avons passés, puisque premièrement, pas mal d'entreprises traditionnelles sont venues nous voir pour voir comment on pouvait travailler ensemble dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Et ensuite, c'était important pour nous, on a une surface de 2500 mètres carrés en centre-ville, de pouvoir faire accéder à tous nos services la clientèle potentielle, qu'elle soit en difficulté ou non en difficulté. Voilà, donc ça pour nous, c'est quelque chose qui était important. Alors, moi, ce que je voudrais quand même, parce qu'on n'en a pas trop parlé là, c'est que heureusement que nous avons un État aujourd'hui qui a pris enfin conscience de ce que pouvait amener l'économie sociale et solidaire, et notamment l'IAE, parce que oui, nous avons passé 2 périodes de confinement,
mais nous avons été aidés sur les activités partielles. Nous avons été aidés aussi par rapport à la non-activité sur le premier confinement de nos personnes en insertion. Sur le deuxième confinement, nous avons, les permanents, nous sommes mis en activité partielle, mais nous avons souhaité garder le service de proximité avec nos personnes en insertion, donc ils ont tous travaillé. Voilà. Et ensuite, on a, depuis quelque temps, dit qu'on avait des projets dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, tous, on les a entendus, et on avait besoin d'efforts d'investissement. Hein. Et la proposition de l'État de ce qu'on a appelé le FDI 2, le Fonds départemental d'insertion pour l'investissement, ben, je vois qu'on commence à avoir des réponses très positives qui vont nous permettre d'investir sur du matériel, de la professionnalisation. Donc, on va, si je peux me l'exprimer comme ça, surfer sur cette vague. Donc, oui, l'économie sociale et solidaire que nous défendons, nous, depuis 20 ans, tous les acteurs que j'ai vus ce matin sont là depuis 20 ans, on est quand même les pionniers, ces acteurs-là. Oui, on est entendu. Alors, on n'est pas encore suffisamment entendu, certes, mais c'est à nous aussi d'y aller, de faire des propositions. On a, je dis, la chance qu'en haut, eh bien, on nous écoute un peu plus, puisqu'on a des intervenants qui souhaitent nous entendre et voir. Nous, aujourd'hui, on a surtout besoin de coopération. Et c'est ce qu'on a vu tout le long de la matinée, ce que vous avez dit, la coopération entre différents acteurs. Il faut qu'on sorte de l'économie sociale et solidaire, on va dire traditionnelle, et avoir la possibilité de travailler avec des entreprises traditionnelles. C'est bon pour nous et c'est surtout bon pour les publics que l'on suit. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. On peut y aller, ça va pas être facile dans les mois qui arrivent, mais allons-y, on se serre les coudes et je pense que la mutualisation et la coopération sera peut-être à la source de plusieurs innovations. Voilà. Donc on regroupera, pour juste finir, dans cette SIC plusieurs pôles. Un pôle d'ingénierie et d'innovation parce qu'on a besoin de réfléchir pour aller plus loin. Un pôle commercial, un pôle suivi insertion, un pôle atelier en mutualisation de différents outils et en fait un pôle aussi alimentation puisque nous avons développé notre structure depuis maintenant 3 ans, une épicerie solidaire et ça marche de plus en plus. Malheureusement, il y a des besoins supplémentaires. Donc, on va essayer de se regrouper avec plusieurs structures et on travaille à proximité aussi de Gers Solidaire, qui est un partenaire au niveau alimentaire qui va dans la coopération. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Loison, pour votre nouveau témoignage supplémentaire. C'est très intéressant et merci d'être intervenu. Donc, nous arrivons au terme de notre table ronde. Donc, vraiment, je remercie l'ensemble des intervenants d'avoir accepté aussi presque au pied levé, puisqu'on a, comme je vous le disais en introduction, nous avons dû décaler la date de notre agora. Donc, merci à toutes et tous. Merci bien sûr à l'ensemble des participants. Et puis, je vous invite à vous connecter pour prendre la suite de cette table ronde avec les 2 ateliers, donc l'un sur la transition écologique et l'autre sur l'alimentation. Donc, voilà, je viens de remettre les liens dans le chat si jamais vous les avez égarés. Vous pouvez vous y connecter tout de suite et nous, on se rejoint de l'autre côté.